Merci, Monsieur le Vice-président. Mesdames et Messieurs les préfets, les préfètes, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères, Mesdames et Messieurs les bâtonniers présents, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs les présidents également de juridiction, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse, vraiment très heureuse d'ouvrir les assises de la médiation administrative à vos côtés, Monsieur le Vice-président. Vous savez qu'avec le numérique, mon deuxième cheval de bataille, c'est la médiation que j'ai rencontrée par hasard, alors que j'étais membre du Conseil de l'Ordre de Paris et que j'ai siégé au CMAP, ce centre de médiation et d'arbitrage qui avait été créé par la Chambre de commerce. Et pendant, je dois le dire, une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion d'intervenir comme médiatrice, mais sans savoir que je faisais de la médiation. Et d'ailleurs, je faisais plutôt de la conciliation. Et c'est en 2005 qu'on m'a expliqué que pour rester médiateur, il fallait que je passe par la case formation. J'ai fait un petit peu de résistance et puis j'y suis allée et je dois dire que j'ai découvert deux choses. La première, c'est qu'il est absolument indispensable d'avoir une formation parce qu'il y a un mécanisme de la médiation et que ça ne s'improvise pas d'être médiateur. La qualité de la médiation est quelque chose de tout à fait déterminant et cette fameuse étape liminaire qui est l'accord sur le désaccord est l'élément qui permet finalement de cristalliser tout ce qui va suivre ensuite dans la médiation, puisque une fois qu'il y a un accord sur le véritable motif de désaccord, alors on peut construire la suite. Et puis, le deuxième élément, ça a été de découvrir à quel point la médiation permettait de sortir du cadre rigide du débat judiciaire, du débat qui est porté devant le juge, qui lui est enfermé dans le cadre justement de la requête qui est introduite, de l'assignation qu'il reçoit, de la demande qui est introduite. Et cela ouvre des perspectives formidables puisque effectivement l'accord peut se trouver ailleurs. Alors, je suis, comme je l'indiquais, heureuse que nous soyons réunis aujourd'hui pour faire le point sur la médiation administrative. Et ce mois de décembre démontre à lui seul à quel point notre démocratie a besoin de médiation à tous les étages. Et je pense qu'il est intéressant de noter que ce sont les corps intermédiaires que sont les avocats et la haute juridiction que vous êtes qui se sont saisis de cet enjeu. Alors en ce mois de décembre 2019, il me paraît important de rappeler que nous célébrons aussi le deuxième anniversaire de la Convention cadre par laquelle le Conseil d'État et le Conseil national des barreaux se sont engagés à promouvoir la médiation administrative. La médiation administrative est jeune et si, on le sait, l'ordonnance de 2011 a permis de dresser un cadre très complet de la médiation juridictionnelle, ce n'est qu'en novembre 2016 qu'il y a eu une nouvelle dynamique en faveur, cette fois, de la médiation administrative. Et il nous a fallu, pour arriver là, entendre que le recours aux modes amiables de règlement des différends n'était pas un acte de défiance à l'égard du juge, loin de là, mais au contraire que cela permet d'ouvrir une nouvelle phase de confiance, une sorte de confiance renouvelée entre les citoyens et l'administration. Et il nous a fallu reconnaître qu'à côté du juge qui tranche, il existe de la place pour un règlement négocié entre les parties. Il nous a fallu aussi anticiper que la médiation engendrerait une évolution des administrations dans leurs pratiques. Donc aujourd'hui, oui, nous y sommes et cette évolution est à l'œuvre concrètement, que ce soit par la médiation administrative,
par la consécration du droit à l'erreur ou encore par la généralisation du principe selon lequel le silence vaut acceptation. Alors, dans le cadre d'un fonctionnement régulé et pacifié de notre société et des relations entre ses membres, la saisine du juge doit rester l'ultime étape et donc s'inscrire comme l'ultime recours pour traiter le différend. Donc la médiation, en d'autres termes, a donné naissance à un nouveau partenariat entre le médiateur, l'avocat et le juge administratif qui est tout à fait constructif. La médiation, elle ne peut pas fonctionner sans des professionnels spécialement formés à la médiation. Je parle ici du médiateur, que j'ai déjà évoqué, mais aussi des conseils des parties médiées. Et on voit bien que la médiation n'aboutit véritablement favorablement que lorsque toutes les parties ont bien compris les intérêts en jeu. Et c'est bien pour constituer ce vivier d'avocats, médiateurs, mais aussi conseils des parties, accompagnateurs, que le Conseil national des barreaux a mis en place le Centre national de médiation des avocats, le CNMA, qui compte ainsi parmi ses membres, depuis la signature de cette convention, des avocats spécialistes en droit public et formés à la médiation. Alors, je fais partie de ceux qui considèrent que la spécialité peut effectivement apporter un plus permettant aux médiateurs de poser les bonnes questions, peut-être d'orienter le débat et d'aider ainsi les parties à trouver la solution. Et l'avocat, vous l'avez compris, il joue un rôle majeur. Il est à la fois prescripteur de la médiation, conseil de la partie qui est engagée dans ce processus et bien sûr, parfois médiateur. Alors, ce qui est essentiel, c'est cet accompagnement. Alors, on a souvent opposé des obstacles culturels à l'essor de la médiation en matière administrative. On a souvent évoqué le caractère écrit de la procédure administrative. Moi, je vous dis non. En réalité, il n'en est rien. Le rôle de conseil des parties dans un processus de médiation diffère par nature de l'approche contentieuse. Donc l'avocat est formé pour se réinventer et être en mesure de maîtriser parfaitement le processus de médiation et notamment pour cela les règles de la confidentialité, l'assistance à la prise de décision, l'accord pouvant être conclu par les parties sont autant de domaines dans lesquels il va pouvoir intervenir. L'atout incontestable de l'avocat, ici, c'est bien sûr sa déontologie et je veux insister ici sur le fait que tous les principes qui sont listés dans la charte éthique du médiateur sont des principes qui sont inscrits dans la déontologie de notre profession. Alors, Monsieur le Vice-président, permettez-moi de revenir sur une question qui me tient tout particulièrement à cœur. Vous savez que pour le développement des modes amiables, pour qu'ils occupent une place de premier plan, nous devons utiliser tous les vecteurs qui sont mis à notre disposition. Donc je ne vous surprendrai pas en rappelant que l'accord trouvé à l'issue de la médiation, dès lors qu'il est contresigné par l'avocat de chacune des parties, comporte par nature d'importantes garanties. L'acte d'avocat pourrait, sur ce plan-là, répondre aux exigences, et nous savons que les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité à l'ordre public, la conformité de l'accord à l'ordre public, la réalité du consentement. Ils ont veillé à la sauvegarde des intérêts des parties qu'ils assistent et que la présence de 2 avocats garantit l'expression libre de l'intérêt de chacune des parties. Donc, tout cela pour dire que l'acte d'avocat pourrait, sur ce terrain-là, être assorti de l'exécution provisoire. C'est une demande réitérée des avocats et j'entends les arguments qu'on m'oppose et on va me dire que octroyer la force exécutoire à l'accord de médiation n'est pas possible puisque nous ne sommes pas des officiers ministériels. Je connais ces arguments, mais je voudrais vous signaler qu'en Italie, c'est possible.
Donc nous avons l'exemple d'un pays de l'Union européenne dans lesquels, lorsque toutes les parties sont bien assistées d'un avocat au cours de la médiation, eh bien, le procès verbal d'accord signé par les parties et contresigné par leurs avocats à l'issue de la médiation constitue bien un titre exécutoire au sens de l'exécution forcée. Donc, rattacher cela pourrait être une piste de réflexion. Et comme je sais que les conseils d'État de France et d'Italie dialoguent régulièrement, eh bien, il pourrait... Je vous soumets cette idée, monsieur le vice-président. Par ailleurs, et j'en terminerai par là, vous savez que nous sommes tous ici réunis et préoccupés par les problématiques liées à l'anonymisation des décisions de justice au regard de la protection de la vie privée et des données personnelles. Le processus doit rester d'anonymisation, doit rester soumis à certaines garanties. Donc nous avons pris une motion à l'occasion de notre toute dernière assemblée générale samedi, rappelant qu'il nous paraissait important que nous puissions avoir accès à une base de données intègre et non anonymisée au nom de l'égalité des armes. Donc nous sommes sur le terrain de l'open data très préoccupés. Sur ce terrain-là également, nous avons amorcé ensemble cet accord qui, je l'espère, pourra être signé très prochainement et qui permettrait de veiller à ce que l'utilisation des algorithmes au niveau des data, des décisions judiciaires, puisse respecter un certain nombre de règles. Je pense que nous sommes tous préoccupés par les mêmes objectifs et nous assurer que l'exploitation des algorithmes respectera bien certaines règles. Donc nous sommes à votre disposition sur ces questions-là. Donc merci pour votre attention. Je vous souhaite à tous d'excellents travaux aujourd'hui. La médiation ouvre de magnifiques perspectives et permettra, j'en suis sûre, sur ce terrain-là, de continuer à servir ce domaine qui nous est si précieux, celui de la justice. Merci de votre attention.